Bonsoir à vous et bienvenue pour le rendez-vous numéro 2 de l'ENEA Orenda. Je suis ravie de vous accueillir encore sur cet atelier à la recherche de vous, à la recherche de comment mieux communiquer avec soi-même et avec le monde extérieur. Donc, vous connaissez maintenant cette étoile à 9 branches. J'espère que vous l'avez sous les yeux pour tout l'atelier qui va se dérouler cette soir. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on va regarder 3 autres énéatypes, comme lors du premier atelier. On va pouvoir énumérer un petit peu comment sont nées les souffrances que l'on a cru nécessaires pour notre survie. Voilà donc cet atelier aussi où, vous le verrez à chaque fois en fait, il y a un temps où on va évoquer plus que juste le numéro des énéagrammes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus large de la compréhension du système de fonctionnement, que ce soit de nos neurones, de notre corps ou de notre cœur. Puisque, si vous vous souvenez bien, on a 3 royaumes. Le royaume des personnes qui sont plutôt dans l'énergie du mental, 3 autres qui sont plutôt dans l'énergie du cœur, et 3 autres qui sont beaucoup plus dans l'instinctif. Et là, on va retrouver notre trinité, corps, cœur et esprit. Donc, on passe tout de suite à la suite pour évoquer à nouveau les 9 branches de l'étoile, parce que c'est important que vous puissiez bien les comprendre et je dirais même les maîtriser dans votre jeu de lecture de la compréhension de la réaction de chacun. Donc, les 9 branches de l'étoile, c'est les 9 manières de percevoir le monde. Vous vous souvenez, autour de l'éléphant. Donc, tout le monde a un point de vue selon sa place autour du cercle, selon sa place autour de cet éléphant. On va parler de la même chose, mais on ne va pas en parler de la même manière. Et c'est là où se joue toute la différence. Les 9 masques d'identification sont possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, j'incarne l'archétype du perfectionniste, le 1. Eh bien, en fait, tout va se jouer aussi avec les autres. Vous vous souvenez, une aile à droite, une aile à gauche, une intégration, une désintégration. Mais en fait, avec la médecine Orenda, vous allez voir qu'on va bien au-delà. Et peut-être aussi, ce qui est arrivé à certaines personnes que j'ai pu accompagner, par exemple, on va se reconnaître parfois dans tous les archétypes. Tout le monde se reconnaît dans l'un de ces types. Ça veut dire que, oui, effectivement, on va se reconnaître en se disant « Ah ouais, c'est celui-là que j'ai tendance à utiliser le plus. C'est celui-là avec lequel je vais réagir en premier, en général. » Mais on remarquera qu'il peut y avoir d'autres interactions et d'autres, comme on appelle ça des dysfonctionnements, mais en tout cas, des formes de déséquilibre. Parce que, comme on l'avait évoqué, le royaume, par exemple, ici, du 5, du 6 et du 7, qui sont dans le royaume du mental, ça ne veut pas dire que ce sont des individus qui maîtrisent complètement leur énergie mentale. Ce sont des archétypes qui vont peut-être aller avoir besoin du royaume instinctif pour pouvoir récupérer l'équilibre du mental. Ou qui vont avoir besoin d'aller chercher dans le royaume du cœur pour retrouver cet équilibre du mental. Donc, vous voyez, on a besoin de passer par différentes émotions, sensations, expérimentations pour revenir à soi, pour revenir en tout cas à ce premier masque que l'on a porté parce que c'est plus fort que nous et parce que c'est une question de survie. Et donc, cette question de survie, on y est accoutumé, évidemment. Et une fois qu'on a réussi à identifier nos modes réactionnels par besoin de survie, par nos émotions, etc., on va pouvoir être à même de mieux s'en libérer, de mieux s'apaiser et d'être en conscience globale de tout ce que l'on fait. Voilà l'objet, évidemment, de cet accompagnement.
Je relis vite fait. Tout le monde se reconnaît dans l'un des types ou tout à différents endroits de nos vies aussi. Les règles de l'atelier. Les règles de l'atelier, je les relis avec vous. Gardez ce qui sera évoqué pour soi. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez des archétypes, ben voilà, vous les gardez pour vous parce que c'est important de cheminer, c'est important de prendre du recul et de ne pas aussi coller des étiquettes aux autres. Ça, c'est un petit peu trop facile et c'est pas juste. Dans le sens pas juste, pas équilibré, justement. Et donc ça, on l'avait vu la dernière fois, donc l'écoute en silence. Donc ça va aussi vous amener à être à l'écoute des individus autour de vous. Le répondant, ça me fait quoi en dedans, surtout quand parfois il peut y avoir des effets miroirs. Être ouvert aux idées qui arrivent, pourquoi pas. Hein, j'inspire, j'accueille ce qui vient et j'expire, je laisse partir. Et puis voilà, savoir faire usage des moments critiques, des émotions fortes, et puis cheminer petit à petit. Et revenir surtout au moment présent, parce que c'est dans ces endroits de moment présent que vous allez pouvoir toucher justement cette pleine conscience de vous-même et évoluer et avancer vers ce que l'on appelle être soi pleinement, en paix et en toute sérénité, pour voilà, laisser les souffrances à leur place, en fait, et pouvoir voilà, s'en libérer. Et donc, cette petite diapo pour vous présenter les différentes émotions qu'on peut rencontrer. Alors, aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt. On reverra ces photos ou d'autres par la suite. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est le jeu de rôle aussi. C'est de voir comment, dans le théâtre, dans l'écriture de livres ou de films, ou voilà, encore une fois dans le théâtre, comment on va pouvoir aussi observer tous ces personnages qui se jouent. Et comme je disais au début, parfois ça se joue même dans une journée ou dans toute notre vie. Je vais prendre un exemple. Le matin, il faut se lever. Il y a un rythme à respecter. Donc, en fait, on va aller au travail. Et au travail, hop, on va remettre un autre masque, etc., etc. Donc, peut-être c'est l'occasion d'observer à quel moment je vais porter tel ou tel masque par rapport à mes croyances, parce que tout vient de nous. Hein, ça, on le sait bien. Et donc, à quel moment, je vais par exemple, je prends celui-là, hein, il a l'air un petit peu apeuré, à quel moment je porte ce masque d'être affolé, d'être apeuré? Est-ce que c'est plutôt quand je suis avec d'autres gens ou est-ce que c'est plutôt quand je suis tout seul? Voilà. Je prends celui-là, il a l'air un petit peu sérieux. À quel moment? Je suis très sérieux, voilà. Et, et ça, vous pouvez, si vous le voulez, hein, dès à présent, vous dire, tiens, alors celui-là, je mettrais peut-être énéatype 1, 2, voilà. Vous pouvez essayer de les placer rien que par la représentation de l'archétype. Et on en reverra d'autres par la suite, évidemment. Mais c'est un petit jeu qui peut être assez intéressant parce que ça vous permet, vous, de créer des connexions. Je ne sais pas, moi, je vais prendre l'énéatype 4 où c'est écrit romantique. Lequel pourrait être le romantique? Je vous invite à prendre des notes hein, sur votre carnet de voyage et puis vous dire, voilà, je vais tourner dans la roue, hein, lequel pourrait être l'observateur, lequel pourrait être loyal, l'épicurien, le protecteur, le médiateur, le perfectionniste, l'altruiste et le battant. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, hein, on a vu 3 énéatypes. On a vu l'énéatype 8, donc on sait qu'il a un peu le profil du chef. On a vu l'altruiste, on sait que c'est un peu le profil de la maman. Et il me semble, on a vu le 5, qui est l'observateur, qui est plutôt quelqu'un qui va être en retrait, ou en tout cas qui va être discret.
Donc voilà, avec toutes ces images, je vous laisse observer qui pourrait être qui. Et on va continuer. Non, on va pas continuer comme ça. Je vais éteindre l'écran parce que ça va permettre que vous soyez uniquement dans l'écoute pour la suite. Je vous invite à prendre votre carnet, votre crayon, à vous installer, si ce n'est pas déjà fait, confortablement. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous lire un texte. Et suite à la lecture de ce texte, eh bien, vous pourrez rédiger des petites choses dans votre carnet ou sur votre feuille. Et ensuite, on en rediscutera ensemble. Et puis, vous, ça vous permet aussi de cheminer sur, ben voilà, qu'est-ce que ça me fait ci, qu'est-ce que ça me fait ça, comment je ressens. Et puis, et on avancera sur la suite. Donc, j'arrête de partager l'écran. Voilà. Et donc, je vais vous lire ce texte. Donc voilà, je vous invite à fermer les yeux, à respirer, sentir l'inspire et relâcher l'expire. On inspire et on relâche, on expire. Encore une fois, inspire. Et relâche, expire. Un soir d'été, un vieil homme de la nation Cherokee fume sa pipe devant le feu de sa hutte, lorsque son petit-fils entre brusquement. Ce dernier est très en colère. Son jeune frère s'est montré encore injuste envers lui. Le vieillard attend que le souffle de son petit-fils devienne plus calme. Et lorsqu'il le sent plus en paix, il lui dit : « Il m'arrive de ressentir de la colère, mais la haine m'épuise. Et, à bien y penser, ne blesse pas celui qui s'est mal conduit envers moi. C'est comme avaler du poison et désirer que mon ennemi en meure. J'ai appris que la bataille entre deux personnes est toujours une bataille entre deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Il est joie, paix, amour. Il est espoir, partage, sérénité. Il est aussi humilité, bonté, bienveillance. Il incarne le pardon et la compassion. L'autre loup est plein de colère et de rage. Il est rongé par l'envie, par l'avidité, l'arrogance, le ressentiment et l'orgueil. Il veut toujours avoir plus que les autres et n'est jamais satisfait de ce que la vie lui offre. Ces deux loups sont constamment en guerre l'un contre l'autre à l'intérieur de moi. Le petit-fils regarde attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et lui demande : « Grand-père, lequel des deux loups gagnera ? » Le vieux sage répond simplement : « Celui que je choisis de nourrir. »
Nous avons l'univers entier en nous. Mais certains aspects de cet univers sont plus en résonance harmonique avec nous. Les connaître et les nourrir nous apporte plus de force, de stabilité, de pouvoir, d'équilibre et de potentiel de co-création. Ainsi, l'importance de l'animal totem devient apparente. L'importance de se connaître soi est important. Je t'invite à prendre une grande inspire, à relâcher. Encore une fois, inspire. Et tu pourras ouvrir les yeux et relâcher. Et noter dans ton carnet ce que tu ressens à l'écoute de cette histoire. Qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce qui te vient? Juste écris les images qui te sont venues, les sensations. Je te laisse un petit temps pour faire ça. On se retrouve donc pour la suite. J'espère que cette petite histoire t'a permis de cheminer et de mettre des choses en lumière. Donc, on a tous besoin d'être reconnus, on a tous besoin d'être aimés. Ça va pour tout le monde, c'est sûr et certain. C'est le fait d'être existant, c'est ta vie, tu vois. Et à nos yeux, aux yeux de tout le monde, chaque vie compte. Ok. Et ici, ça va être voilà, comment je reconnais mes besoins pour pouvoir incarner ma vie en toute sérénité et authenticité. Donc, quelle est l'utilité? Il faut reconnaître d'abord quelle est l'utilité du personnage que l'on incarne parfois, s'il y en a un spécifique ou s'il y en a plusieurs. Quel est le masque qui revient fréquemment? Quelle émotion? Je ne l'ai pas noté, mais ça peut être aussi noter quelles sont les émotions qui vont revenir. Et grâce à ces émotions qui reviennent, grâce à ces schémas de répétition de souffrance qui reviennent, on va pouvoir petit à petit, comme décortiquer ou en tout cas aller voir à la racine d'où ça vient cette émotion, d'où ça vient ce que je ressens, cette réaction, pour pouvoir bien la transmuter, la transformer et y mettre ce qu'on a envie. C'est-à-dire ce tableau de vision, ces rêves qu'on a envie de réaliser, comment on les met en place? En allant voir à l'intérieur de notre ombre pour pouvoir, voilà, comme on dit souvent, faire jaillir la lumière, notre propre lumière personnelle. Et donc, observer ces rôles et ces costumes que l'on a portés, que l'on peut porter encore parfois, et les identifier au quotidien dans nos vies, dans notre vie. Et donc, l'Enea Orenda, c'est un outil, c'est un outil qui a été développé par quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, il me semble, la dernière fois, sinon je le referai la prochaine fois. Mais en tout cas, ici, ce qui m'intéresse, c'est voilà, de savoir reconnaître le moi, de savoir reconnaître le soi. Et donc, beaucoup en psycho, on traverse ça. Moi, principalement, je vais être proche de Jung plutôt que de Freud. Mais voilà, ça, c'est encore des détails et chacun permet de cheminer vers la reconnaissance et la compréhension du soi et du moi. Donc voilà, tout ça, c'est égal à un vêtement. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut incarner des costumes, des masques, selon les endroits où on se trouve, avec les parents, avec les frères et sœurs. Et on reconnaîtra que les relations sont forcément très différentes d'un être à un autre. Et on peut les avoir donc dans le cœur d'une famille,
dans la relation plutôt intime, mais on va aussi retrouver d'autres formes de schémas dans la société, avec le monde extérieur. Alors, est-ce que, à vous de cheminer avec ça, de vous questionner, est-ce que ton comportement, votre comportement est identique, que ce soit en famille ou en société? Ou alors, est-ce qu'il y a des comportements qui divergent? Et à ces endroits-là, pouvoir voilà, les comprendre, les nommer, les ressentir et les reconnaître. Donc tout ça, ça va nous amener à parfois multiplier les couches. Et on raconte que plus on est âgé, plus ça peut être difficile d'enlever ces couches, tous ces costumes, comme si on avait enfilé un costume après l'autre. Donc plus on est jeune, un enfant a tendance à être très authentique, mais plus on va mettre des couches au-dessus de nous, plus ça va être difficile de les enlever. Imaginez un oignon. Vous voyez bien comment un oignon, il a plein de pelures autour. Mais voilà, tout ça, ça ramène au cœur. Qui est au cœur de cet oignon? Quelles sont les couches superflues? Quelles sont les couches nécessaires? Parce que ce n'est pas forcément très juste de se mettre à poil tout de suite, hein, de se découvrir complètement. C'est aussi, voilà, ces couches d'oignons, ces couches de protection, elles ont eu un rôle, elles ont été utiles et peut-être il y en a encore qui sont nécessaires à l'équilibre aujourd'hui. Je fais une parenthèse, mais souvent, on voit des individus qui vont participer à un festival ou participer à un stage et on le sait, nous, en tant qu'accompagnants, ça peut être bouleversant dans la vie d'un individu. Sauf que tout envoyer valser derrière un stage, c'est pas forcément une solution parce que ça va trop vite, en fait. Donc, je vais vraiment vous inviter, encore une fois, à prendre le temps, à déguster ce qui se passe. On est dans une société où aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout de suite. Et puis maintenant, avec les livraisons à domicile, c'est encore pire parce que ça va encore plus vite. Voilà, on veut du bien-être, on le veut tout de suite. Ouais, mais non, il ne sera pas stable, ce bien-être gling-gling. Non, on a besoin vraiment de prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur et de trouver ces équilibres. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va risquer de créer un autre déséquilibre. Et on en a suffisamment des choses à retrouver en nous pour ne pas s'en rajouter des couches. Donc, je vous invite vraiment à la prudence et à la patience. Parce que, oui, vous allez voir, ah, j'enlève ce costume, ça fait du bien, ça m'allège. Ah, mais il y en a encore un autre. Oui, doucement, ok? Parce que c'est important de les reconnaître, ces costumes qui nous ont permis d'être hier, par exemple, et ce matin. Et enfin, je vous dis ce matin parce que pour moi, il est soir. Mais voilà, c'est important de reconnaître les étapes et de ne pas les rejeter. On ne va rien rejeter, on va tout accueillir. Ça, c'est très notable. Et ça, on le voit en rendez-vous individuel. Donc, je continue le diapo. Voilà. Donc, quand je vous parlais de différentes couches, il peut aussi évidemment y avoir les différents rôles. Dans ces différents rôles, il y a ce qu'on appelle les couches opaques. Ça veut dire qu'en fait, avec le temps, avec l'âge, il y a des couches qui vont se cristalliser parce qu'on aura eu l'habitude de les utiliser. Et donc, le fait d'avoir des habitudes fait que ça rentre dans un quotidien et c'est comme ça. Et en plus, en ajoutant c'est comme ça et c'est plus fort que moi, pour se libérer de ça, c'est beaucoup plus dur. D'où le fait, je vous disais que plus on est âgé, plus ça peut être difficile. Parce que, je ne sais pas, je vais prendre quelqu'un qui a 60 ans, ça fait 60 ans que la personne, elle a cheminé. Ça fait 60 ans que son expérience est comme celle-là. Donc, c'est autre chose que quelqu'un qui a 20 ans. Parce que celui qui a 20 ans, il a moins de temps où il a expérimenté ses schémas personnels. Donc l'origine, le rôle origine, il est égal à l'être unique. Il est un être transparent
On dit que cet être qui est transparent, en fait, il va laisser passer la lumière. Et c'est en ça où on va le rapprocher de toute l'énergie qu'on peut nommer comme vous le voulez. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le grand mystère, le grand chorégraphe, le grand cinéaste, la grande mère nature. Voilà. Chacun peut trouver un nom pour parler de l'essence lumineuse que l'on a à l'intérieur de nous, sans faire de propagande. Simplement, ça peut être important pour chacun de nourrir sa foi dans quelque chose qui va le guider. D'où le fait que, par exemple, je connais pas mal de gens qui croient au grand chorégraphe, voilà, ou qui croient en la mère nature, parce que la mère nature va nous nourrir et que, voilà, il y a tout un système de, de- d'énergie vitale qui vient s'exprimer en chacun pour nourrir cette foi dans ce qui va nous faire grandir. Et donc, là, vous voyez, il y a deux arbres. Le jeune arbre, vous voyez bien ses feuilles. L'arbre âgé, déjà, ses feuilles se décomposent et après tombent. Donc voilà, attention à nos vieilles habitudes, attention à nos vieux schémas qui sont souvent, j'ai mis parfois, mais qui sont souvent répétitifs. Et donc, parce que ça va créer des vieux mécanismes qui vont être rouillés. Donc, on va s'y attacher. Vous savez, quand ça veut pas, c'est dur, c'est rigide. Et quand c'est rigide, c'est cassant. Et quand c'est cassant, ça fait mal en général. Et donc, voilà, l'idée, c'est de réussir dans nos mécanismes de fonctionnement humain, à réussir à garder cette légèreté, cette mobilité, cette souplesse. Et donc, ça va nous permettre aussi que nos croyances limitantes, etc., vont pouvoir ne pas s'accrocher. Parce qu'un corps qui va être souple, un mécanisme qui va être souple, il ne va pas garder la rouille qui va bloquer le système. Et ça, en fait, c'est une image pour parler aussi du corps à l'intérieur, nos organes, nos fonctions vitales. Et donc, quand je parle de l'arbre, c'est égal à se faire croire et faire croire aux autres ce qu'ils ne sont pas, égal des zombies pleins de microbes. Voilà. Donc voilà, sortir vraiment toutes nos croyances limitantes qui vont nous scléroser à l'intérieur et nous empêcher justement de permettre à cette lumière, à cette vie à l'intérieur de nous de s'exprimer pleinement. Ici, encore un autre schéma pour parler de la douleur. On a toujours dans ces masques cette croyance qu'il faut être bien, qu'il faut être conforme, qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Et parfois, on va habiter un rôle qui ne convient pas du tout, mais on croit que c'est nécessaire d'habiter ce rôle à cet instant présent. Or, est-ce que c'est vraiment juste? Et c'est juste pour qui, en fait, d'incarner ce rôle? À vrai dire, on n'est pas obligé d'incarner ce rôle. On se donne la croyance qu'il est bon de tenir ce rôle. Sauf que on peut, en toute simplicité, dire « Ok, je serai là pour telle expérience, mais ne me demandez pas ceci ou cela, ce n'est pas en accord avec qui je suis, ce n'est pas en accord avec mes valeurs. » Vous voyez? Et en étant aligné en toute simplicité, en toute honnêteté, eh bien, on ne sera pas nous dans notre douleur. Alors peut-être qu'en face, les gens à qui on va être complètement honnête, ça va peut-être être douloureux pour eux. Alors, évidemment, ils n'ont pas été habitués. Alors vous imaginez les schémas de répétition, si ça fait, je sais pas, 60 ans que la personne, elle agit comme ça, forcément, si du jour au lendemain, sans aucune délicatesse, il dit non, c'est terminé, c'est violent pour tout le monde, et même pour lui. Juste, voilà, prendre petit à petit l'habitude de
formuler du mieux que l'on peut, évidemment, hein, c'est toujours ce qu'on fait en général, notre posture. Okay, parce qu'on sait que si je suis dans une forme de conformité et que je me confronte avec, voilà, avec des choses, ça va faire mal, la confrontation. Donc voilà. La problématique, eh bien, la personnalité profonde est donnée et les données intérieures qui demandent à être vues, entendues et reconnues. Alors ça, c'est un peu l'objet aussi de mes rendez-vous individuels et de mon approche, c'est qu'effectivement, merci, merci les problématiques, merci les émotions fortes, merci, alors je ne vais pas toutes les citer, mais merci la colère, la tristesse, la peur, merci toutes ces émotions qui viennent en fait juste nous dire hey, là, il y a un truc qui déconne. Là, je ne me sens pas bien. Donc si là, je ne me sens pas bien, bah, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. D'où l'image de cet iceberg. Et on va rencontrer du coup cette identité. C'est quoi l'identité? Alors c'est un vaste sujet, je vais essayer de l'aborder avec vous en toute humilité. L'identité, ça va être un synonyme en fait, ça va être le persona. Qu'est-ce que le persona? Dans le persona, on a le personnage. Hein. Encore une fois, je reviens au rôle. Donc, l'identité, c'est la personne qui croit être quelque chose. Et on peut le voir avec les énéatypes. La personne croit être un énéatype. Mais on n'est pas un énéatype, on est bien plus que ça. On a simplement des fonctions qui répondent à tel archétype, mais on n'est pas l'archétype. Okay, en tout cas, la personne croit être. Et donc, la personne, elle est aussi vue comme. Alors, elle n'est peut-être pas vue comme elle croit être. Voilà, vous voyez toute la complexité hein, de ces phrases-là. C'est est-ce que je suis ce que j'apparais? Est-ce que, voilà, il y a l'être et le paraître. En tout cas, l'identité, c'est égal à la personnalité qui se fourvoie. C'est un rôle. Et la personnalité, ben, ça va réduire le champ des possibles. Vous imaginez, quand on met un costume très serré, je ne sais pas moi, j'imagine un costume tailleur femme avec la jupe qui descend jusqu'en dessous les genoux et puis les talons aiguilles très très hauts. Oh, c'est un peu compliqué hein, pour marcher vite, 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 dans le métro, boulot, dodo, courir. Non, c'est plus facile en jogging de courir, ok? Donc voilà, qu'est-ce qui déconne dans les rôles qu'on se colle dessus? Donc la personnalité qui réduit les champs des possibles, elle prend aussi le réel et elle crée une perception de sa réalité. La réalité, elle est subjective pour chacun. Hein. Rappelez-vous l'éléphant. Rappelez-vous le point de vue de chacun. Donc, chaque réalité est subjective. Et elle se nomme la réalité, hein, l'unique réalité. Ce qu'on peut reconnaître dans des systèmes de religion, dans des systèmes politiques. Il n'y en a qu'une de réalité. Hein. Vous voyez, l'espèce de dogme comme ça. Voilà, je vous laisse songer là-dessus, mais j'imagine bien que vous avez votre propre opinion également. En tout cas, plus on y ajoute des croyances qui vont être d'ordre général, limitantes, compulsives, et ben en fait, ça va faire beaucoup de couches. Hein. Et donc, ce qui peut être sympa, par rapport à la première vidéo, c'est de travailler avec vos phrases types et de pouvoir les transformer pour avoir des formes. Alors là, je fais une parenthèse, mais une forme de mantra. Et si vous regardez votre mantra, hein, votre petit logo, votre petit, comment j'ai appelé ça? Votre petit, je ne sais plus, votre fanion, votre logo, etc. Parce que le logo, ça veut dire identité. Un logos, c'est identité. Donc, quand on fait un logo, un dessin, ou quand on pense à une phrase type ou à des mots-clés, en fait, je vous invite vraiment à les observer. Pourquoi pas écrire des mantras et à les transformer. Je vais prendre un exemple. Ça, vous pouvez noter aussi. Si vous écrivez une phrase qui vous vient, même si elle vous semble négative,
dans vos schémas de croyances limitantes. Écrivez, écrivez. Votre carnet va vous servir à ça. Vous écrivez tout ce qui vous vient et en fait, vous pouvez apprendre, ou on pourra le faire ensemble, à transmuter, à transformer ces phrases pour que ces phrases qui tournent dans vos têtes puissent devenir une force et puissent devenir quelque chose qui va vous accompagner à transformer ce qui a besoin d'être transformé. Donc, elle pense qu'elle pense la vie. Donc ça, c'est l'identité, la personnalité, le masque. Elle pense qu'elle pense la vie de son point de vue subjectif, du sujet et donc du jeu, le jeu. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner des modes d'interprétation. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, tralala, moi, je juge ça, oh, ça, j'en veux pas, ah, gna, 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 gna. Ça nous amène où? Ça nous amène dans la dualité, ok? Dans ce bien ou dans ce mal. Ce bien et ce mal, ils sont dissociés quand ils sont en forme de dualité. Et quand les choses sont dissociées, bah, ça fait mal en général. On ne peut pas nous-mêmes se couper en deux. Et pourtant, on est fait, et là je vais utiliser un mot que j'emploie souvent, on est fait de yin et de yang. C'est ni bien ni mal, c'est des énergies, c'est le yin et le yang. Et le yin et le yang ne sont pas un à droite, un à gauche. Ils sont ensemble. Okay. Donc ça ne veut pas dire que le bien et le mal, ils sont ensemble. Quoique en Occident, on peut le voir comme ça, ou en tout cas, on le comprend dans nos systèmes de pensée masculin-féminin, bien et mal, etc. Mais en Orient, c'est pas tout à fait comme ça. Il faut vraiment plonger dans cette culture pour comprendre que c'est pas si simple, comment je dirais, si rangé dans des cases. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus respirant, le yin et le yang. Okay, en tout cas, c'est déjà un bon début que de pouvoir en parler, verbaliser ensemble, parce que voilà, les façons de penser et de construire l'esprit est complètement différent. Donc, j'en reviens à ce mode de dualité qu'il est intéressant de voir ensemble. Okay, parce que, voilà, l'identité, elle pense qu'elle pense la vie de son point de vue, et donc c'est une réalité qui est non objective. Donc, entre parenthèses, solution, apprendre à prendre du recul sur un état et sur une situation. Pour justement, quand on parle d'objectif, prendre voilà, ces jumelles ou prendre voilà, son appareil photo et dézoomer sur la zone en fait, qui va nous faire mal. On va la regarder, si on a le nez dessus, ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ok, ça fait mal, on l'a compris, on l'a entendu. Donc hop, on va dézoomer et on va pouvoir voir une vue d'ensemble. Quand vous avez une problématique, quelque chose qui vous fait mal, dézoomez, observez de loin, respirez et vous y verrez beaucoup plus clair. Parce que la vie objective, elle est en lien à la vie spirituelle, elle est en lien au tout, où tout est possible et l'absolu est immense. Voilà ce qui est. Ce qui est, cela est. Je suis. Je suis celui que je suis. Alors là, vous voyez bien qu'entre parenthèses, j'ai mis c'est une parole de Jésus. Ça va peut-être en faire crisser quelques-uns. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup, partout, on va pouvoir voir que certaines paroles ont été transformées, ont été manipulées. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup à travers les médias ou à travers même, je pense là à des vidéos. Il peut y avoir beaucoup de mensonges autour de quelque chose qui a été lumineux. Pour revenir à la diapo de tout à l'heure, où je parlais de trouver cette propre lumière, être comme transparent, un cristal qui va vraiment laisser s'exprimer le vivant de chacun.
Et donc, juste pour vous dire que oui, effectivement, cette parole est de Jésus et qu'il a beaucoup été, alors j'ai le mot plagié, mais ce n'est pas exactement ça que je cherche. Il y a beaucoup de choses qui ont été manipulées. Et quand je vous parle aussi du bobo et de dézoomer, ça me fait penser aussi à beaucoup de vidéos politiques où on voit, regardez, regardez, ah, vous avez vu, il y a plein de monde. Ouais, bah ok. Sauf que quand on dézoome, on voit qu'il y a du monde ici, juste devant, mais qu'autour, c'est tout vide. Parenthèse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je suis ici. C'est que là, tu es où tu es. On respire. Ce qui est là est là. Ça, on en est sûr. Et je vais reprendre une phrase que je vous ai sans doute déjà dit. Rien de... En fait, ce qui est sûr, c'est que tout bouge toujours tout le temps. Okay, et ça ne bougera jamais. Tout bouge toujours tout le temps. C'est une phrase aussi qui vient d'Aurène. En tout cas, l'individu, il est un. Okay, il est un, il est indivisible. Et l'individu, il veut être bien. Être bien, si on le prend lexicalement parlant, bi, c'est deux. Un, c'est donc j'ai deux et un. Okay, l'être humain a besoin d'être bien. Il a besoin d'être réuni dans son yin, dans son yang, dans une unité. Et cette énergie yin, cette énergie yang réunie en un, c'est pour ça qu'il y a ce signe-là aussi, réunie en un, ça nous ramène à notre équilibre. Okay, notre œil droit, notre œil gauche, notre poumon droit, notre poumon gauche, ensemble, nous voyons, nous sentons, etc., etc. Donc, vous ne direz plus « je vais bien » par hasard. Je vais bien, ça veut dire « je suis », c'est en équilibre. Ce que l'on nomme la personnalité, c'est aussi égal à la conformité de ce qui est. Ce pourquoi je suis sensible, ça va être l'âme. À quel personnage je m'identifie, ça va être le jeu du comédien. Et donc, on va apprendre à savoir faire un pas de côté, un pas de recul, dézoomer, pour apprendre à observer, pour apprendre à regarder. Certains archétypes y arriveront mieux que d'autres, etc. Et ainsi, prendre du recul sur soi, sur la vie, sur les choses, pour pouvoir les observer, être en conscience. Et être en conscience, c'est déjà une part du chemin pour être pleinement. Par exemple, la marche, là, c'est quelque chose qui va permettre de stimuler aussi le cerveau. J'en parlais tout à l'heure, le pas. Quand vous faites un pas à droite, gauche, en fait, ça va activer les deux parties du cerveau, le yin, le yang, etc., etc. Ça va permettre, en fait, quand on marche, on est dans un travail de recherche d'équilibre. Et la recherche d'équilibre, on l'a cherchée quand on était tout bébé. Okay, tout ça, ça va faire des échos, ça va faire des liens et ça va permettre d'avancer, de cheminer. Le vocabulaire est quelque chose d'extrêmement précis. Donc, plus on est identifié à sa personnalité, plus on bloque. On va bloquer le courant du réalisme. Et c'est ce dont on parle dans la tradition chrétienne et c'est ce qu'évoque saint Thomas d'Aquin. Okay, on va retrouver des phrases types comme celle-là. J'en ai autant dans la religion chrétienne que dans d'autres religions. Il y en a dans le taoïsme, il y en a dans beaucoup d'approches. En tout cas, nous, on est issus de cette culture. Et ce qui est intéressant, plutôt que de tout rejeter en bloc, c'est d'aller y voir la source. C'est d'aller y voir, encore une fois, les racines. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, si on est là, ici, ça ne va pas bien, en allant voir nos racines, on va comprendre, on va cheminer et on va nourrir
notre chemin. Eh bien, c'est pareil pour tout ce qui a été malmené, pour tout ce qui a été transformé, euh, là où on a mis du mensonge. Et aujourd'hui, par exemple, la planète, beaucoup disent elle va mal. Mais en fait, en vrai, qui va mal? En vrai, c'est l'être humain qui va mal, parce que la planète, elle va toujours s'en sortir, hein. Quoi qu'il se passe, elle a des ressources que peut-être nous, humains, n'avons pas, ou en tout cas, on n'a pas le même degré d'existence, donc on a moins de temps. Mais voilà, tout ça, c'est intéressant d'aller voir aux sources de chaque lumière qui a à un moment exprimé et révélé en chacun sa propre lumière. Et donc, ce qui est, c'est ainsi. Nous sommes des êtres illimités. À nous de reconnaître, à nous d'identifier les limites que l'on s'est imposées à soi-même ou que nous avons cru devoir nous imposer pour répondre à nos croyances. Rappelez-vous, la dernière fois, on parlait de quand on est petit, on reçoit le message de, on croit que c'est bien d'agir de la telle ou telle façon, et donc on se conditionne, on s'auto-conditionne à réagir d'une façon, croyant que c'est comme ça que on va nous aimer et on va nous reconnaître. En se libérant de tout ça, on va pouvoir retrouver notre propre lumière et savoir comment on fonctionne pour mieux nous accompagner nous-mêmes et accompagner l'autre dans cette objectivité de l'amour et de la lumière. Ainsi, communiquer, dialoguer pour être tous dans la lumière, pour être tous transparents, pour trouver ainsi nos ressources. Et donc, c'est nécessaire de reconnaître les besoins de chacun, les besoins respectifs de chacun. Il y en a qui vont avoir besoin d'être entendus plus que vus, et d'autres plus vus qu'entendus, etc., etc. Et là, on revient encore une fois dans nos royaumes instinctifs, mentaux et émotionnels. Donc, qu'est-ce qui me touche indépendamment? Moi, sans penser aux autres. Okay. Et le couple est attendu pour que toute l'humanité s'élève et s'émancipe dans une aspiration majeure vers le plus vrai, vers le plus beau, vers le plus grand. Quand je dis le couple, oui, effectivement, le couple, c'est la relation. Mais le couple, c'est aussi la relation soi-soi. Donc, les illusions commencent à tomber pour que l'on puisse se reconnaître pleinement. Et les illusions qui commencent à tomber, c'est le moment où on observe. C'est le moment où l'on va regarder telle émotion qui a tendance à revenir, tel schéma qui a tendance à être répétitif. Au moment où on va porter notre attention sur tout ça, eh bien c'est là que le travail peut commencer et se libérer. Alors, on retrouve notre étoile à 9 branches. Donc la semaine dernière, le dernier atelier, on a vu le monde extérieur est plus important que le monde intérieur. On a vu l'énéatype, donc ici le 2, qui se retrouve dans le royaume émotionnel. On a vu le 5, l'observateur, qui se retrouve dans le royaume du mental. Et on a vu le 8, qui est le protecteur, qui se retrouve dans le royaume instinctif. Aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, la prochaine fois, pardon, on verra le monde intérieur et le monde extérieur sont très importants, donc on est tendu entre les deux. Donc on verra le 3, le 6 et le 9. Donc, vous voyez, ce sont ceux qui se retrouvent dans ce triangle. Mais en tout cas, ce soir, aujourd'hui maintenant, on voit la dimension intérieure est plus importante. À la différence donc de la dernière fois où on a vu que le monde extérieur est plus important que l'intérieur. Donc avec cette dimension intérieure qui prend plus de place, on va pouvoir reconnaître les énergies de l'archétype 4, que l'on appelle le romantique, le 7
que l'on nomme l'épicurien, et le 1, l'instinctif, que l'on nomme le perfectionniste. Ça va pour vous? Alors, on continue. Le perfectionniste, c'est un individu qui va avoir tendance à dire « il faut »,« tu dois ». Il a un petit rôle très connu dans le monde des militaires. Au-delà du monde militaire, il a tendance à incarner aussi la posture de l'archétype mondial, ou en tout cas sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le perfectionniste, dans nos sociétés, il est mis en avant. Parce qu'il faudrait qu'on soit tous parfaits, impeccables. Bien, mon adjudant. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les archétypes, on va les reconnaître dans les personnalités des individus, mais on va également les reconnaître en tant qu'identité d'un pays. Certains se sont amusés à dire « Ah bah tiens, la France va incarner tel archétype, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, etc. vont incarner tel et tel archétype, ce qui va créer tel et tel dialogue entre tel et tel pays. » Donc c'est tout le temps en mouvement, hein, évidemment. Il faut vraiment aller, encore une fois, regarder dans les sources, comment... c'est pas si simple. Mais voilà, ça peut être intéressant de le voir. Je vous invite aussi à prendre les choses aussi en jeu pour pouvoir vous dire « Ah oui, tiens, d'ailleurs, alors lui ici, ça serait qui? Et pourquoi? Et pourquoi moi, je le vois comme ça ?» Toujours revenir à soi. Hein. Donc le 1, le perfectionniste, eh bien, il a tendance à rentrer sa colère pour éviter les conflits. L'énéatype 1, il est quand même perfectionniste. Et donc, à l'image du perfectionniste, c'est pas tellement cool, c'est pas tellement chouette d'être en colère. Mais pourtant, il a beaucoup de colère, cet énéatype 1. Donc voilà, il va la tasser pour éviter les conflits, parce qu'il n'aime pas ça. L'énéatype 4, donc qui est dans le royaume émotionnel, lui, il va être dans l'affectif. L'énéatype 4, c'est un énéatype qui va s'identifier à ses émotions. Alors, imaginez-vous vraiment, quand vous ressentez une émotion, je vais vous inviter vraiment à écouter comment vous parlez. Plutôt que dire « je suis triste », je vais vous inviter à dire « je ressens de la tristesse ». On en a parlé à la dernière vidéo. Qui suis-je? Je vous ai posé cette question. Je suis mon émotion, je suis mon travail, je suis qui? Je suis mon prénom, je suis mon nom. Donc, je suis mon prénom, ça a quelque chose, mais je suis mon nom, c'est la lignée. Donc voilà, l'affectif, il va avoir tendance à s'identifier à tout. Donc, si le matin, il se lève beaucoup d'énergie, il va s'identifier à cette énergie. Et si le midi, il a une colère, il va s'identifier à la colère. Et si le soir, il n'en peut plus parce qu'il a eu beaucoup d'énergie et qu'il s'est identifié à ses énergies, il peut être triste et fatigué. Et donc, c'est très éprouvant pour un énéatype 4 qui, je vous le rappelle, est dans le royaume des émotions. Et donc, voilà, encore une fois, quand on est dans nos royaumes respectifs, ce n'est pas forcément le royaume dans lequel on s'exprime le mieux et dans lequel on est le plus à l'aise. Donc, l'énéatype 4, il a besoin d'être dans son être. Il a besoin d'être dans son coin et il peut être envahi par sa tristesse parce qu'il est épuisé de toutes ces émotions qu'il traverse. Après, ça dépend encore une fois de chacun, puisque chacun, sur le chemin de l'expérience, n'en est pas au même endroit. Et l'énéatype 7, donc, qui est ici l'épicurien, qu'on peut aussi nommer le joueur, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à... alors oui, je l'ai dit juste au-dessus, si le 1 a tendance militaire, on peut... Parfois, on dit que l'énéatype 4 a une tendance à jouer le rôle du Calimero.
Et donc, l'épicurien a tendance à être médecin ou enseignant. Et l'épicurien a une peur, la peur de souffrir. Ce qui est paradoxal chez cet archétype. Parce que souvent, on va rencontrer des médecins qui sont énéatype 7. Et donc, en fait, ce sont des gens qui ont du mal avec la souffrance, même à voir la souffrance des autres. Et pourtant, ce sont des individus qui vont avoir tendance à aller vers ça. Et à la fois, on dit que l'archétype 7, quand il a reconnu, vécu, plongé dans sa souffrance, plongé dans son ombre, c'est comme ça qu'il va jaillir et être dans sa pleine lumière. Et pouvoir donc être un bon médecin. Voilà pour la présentation de ce soir. Alors, je regarde, ouais, je vais faire une petite pause et on se retrouve tout de suite. Nous voici donc avec l'archétype et l'énéagramme pour retrouver l'énéatype 1. Donc, on peut observer que l'énéatype 1 fait partie du royaume instinctif. Vous pouvez voir ici que son chakra rouge est donc le plus stimulé, le plus ouvert pour faire circuler toute son énergie. Le chakra, puisque je parle du chakra, je vais en parler tout de suite. Le chakra dominant, donc, c'est le surmoi. Et le surmoi, c'est celui qui va supporter le fondement. Vous voyez bien, c'est le chakra racine, hein, le chakra Muladhara, que l'on appelle donc voilà chez nous la racine, la base, et de là où part au niveau du coccyx et du sacrum. Et on dit aussi qu'en ostéopathie, cette zone au niveau du sacrum est la zone des croyances. Hein, tous nos petits os qui sont à cet endroit-là symbolisent nos croyances, qui peuvent être transpersonnelles ou transgénérationnelles. Et donc, voilà, on peut, par l'ostéopathie aussi, venir libérer ces énergies-là pour refaire circuler dans toute la colonne vertébrale et donc dans tout le squelette l'énergie de la vie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la lumière à incarner pleinement. Donc, le perfectionnisme. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'arrivera jamais à rien et qu'il n'est à la hauteur de rien. Il lui manque toujours quelque chose. C'est juste un détail, toujours pour prouver qu'il est imparfait. Et donc, voilà, ce chakra, c'est la racine. Donc, c'est intéressant d'aller voir particulièrement chez ces archétypes-là au niveau de la racine. Petit, il a reçu comme message « Tu es bon et tu es quelqu'un de bien si tu fais le bien. » Et le bien, ce sera celui de son point de vue. C'est-à-dire, il a grandi dans une atmosphère dans laquelle il reçoit ce message. Et donc, cet archétype 1, il va tout faire pour faire bien. Sauf que ce qui va faire bien, depuis ce que lui pense, c'est peut-être pas ce qui va être bien du point de vue de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ce qui peut donc créer des dissonances. Je vois souvent des archétypes perfectionnistes qui sont très, très malheureux parce qu'ils ont fait de leur mieux. Mais ils ont fait de leur mieux depuis leur point de vue à eux. OK? Donc, le perfectionniste, en fait, c'est quelqu'un qui donc, fuit l'imperfection. Et donc, l'émotion qui va s'exprimer, ça va être la colère. Quand c'est pas parfait, ça le met en colère. Ses qualités, c'est la rigueur, l'honnêteté, le travail, et j'ajoute le travail bien fait. Mais sa quête de perfection le fait bouillir d'une colère qu'il va rentrer comme une cocotte minute qui va bouillir, mais le couvercle qui fait que des petits sauts. Hein. Chez lui, il la garde à l'intérieur. Par contre, c'est vrai, quand il va l'exprimer, ça va exploser. Et je le dis tout de suite, parce que je vais me répéter peut-être, mais ça va exploser et il va culpabiliser d'avoir laissé ce couvercle exploser. Donc, il devra développer de la patience pour gagner
en sérénité. Et encore une fois, voilà, c'est toujours depuis son point de vue à lui. Mais en tout cas, l'énéatype 1, en général, il a vraiment besoin de sérénité parce que, j'ai une expression qui vient, c'est « il se met la rate au courbouillon ». Et ces vieilles expressions, elles disent beaucoup de choses parce que, je vous parlais d'ostéopathie tout à l'heure, la rate au courbouillon, ça peut vouloir dire qu'effectivement, au niveau de la rate, au niveau de l'estomac, les émotions vont être brouillées, puisque l'estomac, c'est un organe qui est en lien aux émotions. Et donc, la rate qui est en lien avec cet organe-là, eh bien, se mettre la rate au courbouillon, c'est pas rien comme phrase. Donc voilà, c'est un archétype qui a tendance à se charger la mule aussi. Encore une autre expression. Donc par réaction à sa blessure de base, il traduit que pour être aimé, que pour être vu et reconnu, il faut être parfait. Il doit être maître avant d'être apprenti. C'est hyper compliqué. En un mot, il est tenu à quelque chose d'impossible. C'est super frustrant pour lui, souvent. Mais évidemment, on ne peut pas être maître avant d'être apprenti, hein, vous comprenez bien. On ne peut pas vouloir construire quelque chose comme ça sans expérimenter, sans peut-être le faire mal la première fois ou sans se faire des bobos, hein. Il faut bien essayer. L'énéatype 1, enfant, il a manqué de compliments et se souvient davantage des critiques de la part de ses parents et de son entourage. Il n'arrivait pas à satisfaire leurs attentes. Alors, leurs attentes des gens à l'extérieur, mais encore une fois, depuis son point de vue. Peut-être que les parents étaient satisfaits, mais l'énéatype 1, depuis son point de vue, il n'était pas content parce que pour lui, ce n'était pas suffisant. Donc, il se culpabilise de ne pas être assez bien. Il se culpabilise parce qu'il n'est pas assez beau, parce qu'il n'est pas assez intelligent, parce qu'il manque toujours quelque chose. Son mécanisme de défense correspond aux formations réactionnelles. L'énéatype 1, il réagit cash. Donc, on va inviter les énéatypes 1 à prendre du recul, observer la situation et ensuite peut-être réagir, mais réagir de manière modérée. Parce que voilà, ils s'observent par des symptômes de rigidité. Voilà. On les reconnaît bien parce que ce sont des individus qui sont rigides et qui peuvent parfois avoir des attitudes forcées. Et en étant eux-mêmes dans cette rigidité et dans le fait de se forcer à faire quelque chose, les énéatypes 1 peuvent avoir tendance à exiger des autres qu'ils soient parfaits. Donc, c'est encore une fois, on en parle des fois hein, dans l'accompagnement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais oui, il y a un peu de ça. Comment on peut, voilà, encore une fois, prendre du recul, observer et bien délier ce qui est lié. Je vous passe le diapo. Donc, plus le perfectionniste cherche à combler le manque, plus il se met en échec. Il confond avoir un idéal et idéaliser les résultats. Des situations, des expériences, des constructions, des fabrications et des individus. C'est quelqu'un qui a tendance voilà, à amalgamer rigueur et rigidité. Et donc perdre de vue ses atouts, ses acquis et ne voir que des obstacles. Et c'est des individus qui ont tendance à parler en termes de problèmes. Ils peuvent souvent commencer la phrase par « alors, le problème, c'est que… » Et ils sont touchants parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, pleins de volonté de bien faire et de faire parfait. Parce que voilà, c'est important pour eux de toujours faire le bien. C'est des individus qui vont s'évaluer et qui évaluent les autres tout le temps. C'est l'archétype du juge. C'est bien, c'est mal. C'est des individus qui vont être beaucoup dans la dualité. On l'a vu tout à l'heure.
C'est ni bien ni mal, c'est yin, c'est yang, c'est les deux. Donc, voilà, c'est ni noir ni blanc, c'est plein de gris. Mais eux, ils ont du mal. Ils ont du mal avec les nuances. Et alors, s'il y a plein de couleurs, c'est encore pire parce qu'il y a encore plus de nuances. Ce sont des personnalités, des personnages qui vont être très critiques, très jugeants. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'archétype du juge. Et à la fois, ils sont très chaleureux, très souriants, très avenants. Ce sont des individus qui jouent à être quelqu'un de bien, selon leur point de vue, selon leurs valeurs de perfection. Et aussi, ça c'est très très notable, ce sont des gens qui ont tendance à vouloir refaire le monde. Plutôt des gens qui vont vivre en ville. Mais voilà, pour eux, c'est très important, il faut refaire le monde, il faut qu'il soit parfait. Mais parfait selon leur point de vue, à leur image. Ils ont des critères et des valeurs fortes et claires. Pour eux, c'est comme ça, ils sont rigides. Hein. Parce que voilà, c'est atteindre la perfection, le perfectionnisme. L'évolution, c'est toujours faire mieux, toujours mieux pour les idéaux. C'est des individus qui vont chercher à convaincre les autres et qui, encore une fois, ont des critères subjectifs. Le perfectionniste, il va être très exigeant, encore une fois, avec les proches parce qu'il a beaucoup d'attentes. Ils ont du mal à se sentir à la hauteur. Et donc, ils veulent que tout le monde soit à la hauteur. Et je vous parlais la dernière fois des archétypes qui engendrent des enfants avec telle ou telle problématique, ou en tout cas archétype, parce que ça va amener du répondant en face. Et ça, c'est intéressant après de pouvoir le voir, mais ça, on le verra au fur et à mesure, évidemment, des ateliers. Donc, un énéatype 1, il a une tendance aussi à déprimer, parce que être parfait, c'est pas facile à tenir constamment. Et ce sentiment de dépression, ça va les mettre en colère. Mais cette colère, encore une fois, ils s'interdisent de l'exprimer. Donc, c'est une colère qui bout à l'intérieur. Et donc, voilà, ça peut être des individus qui vont créer aussi des maladies en lien à les tremblements à l'intérieur. Ils ont tendance à être contrariés, ça se voit sur leur mine en général, puisqu'ils sont tendus et sont crispés. Ça se voit sur leurs muscles. Hein. Les muscles ont besoin d'oxygène et de respiration. Le perfectionniste, il n'aime pas la colère. C'est clair, parce que pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'est pas beau. Mais eux, ils se voient contrariés alors qu'ils sont parfois en colère. C'est-à-dire qu'ils vont minimiser leur colère pour ne pas la regarder en face. Donc, ils vont parfois même la nier. Mais non, je ne suis pas en colère. Je l'ai écrit en plus. Voilà. Mais non, je ne suis pas en colère. Donc, ils travaillent énormément. C'est des acharnés du travail. Et ils n'arrivent pas à s'arrêter. Souvent, c'est le conjoint ou la conjointe ou les amis proches qui vont lui dire « Oh, 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 stop, arrête-toi ». C'est quelqu'un qui est capable de fournir énormément de boulot, énormément de temps de travail. Parce qu'il croit que grandir intérieurement, mais c'est un leurre, car c'est dans la détente que les perfectionnistes vont se révéler. Donc, le perfectionniste qui va travailler, il va nourrir ça. C'est-à-dire qu'il croit que c'est comme ça que ça va aller mieux, mais en fait, non. C'est en travaillant qu'il va créer cette forme de sclérose dont je parlais tout à l'heure et voilà, qui va le mettre dans son rouage et s'embrigader lui-même. Donc, les énéatypes 1, apprendre à ne rien faire, mais bien le faire. Bien faire le rien. Ça peut être un mantra pour les énéatypes 1. Je vous laisse noter. Les aînés à type 1 donc, aiment avoir un compagnon, un proche, une amie de la famille qui lui dit stop, on prend des vacances. Hein. Ils vont râler. Ils ont une tendance à râler, les aînés à type 1. Donc, ils vont râler parce que ça fait partie de leur habitude. Mais à la fois, ils ont besoin de ça parce que sinon, ils ne s'arrêtent jamais. Ils sont un peu comme les chevaux, ils courent tout droit devant, mais voilà, ils ne s'arrêtent pas.
Oui, c'est une personnalité qui est sujet au burn-out. C'est quelque chose dont on parle souvent aussi en ce moment. On reconnaîtra, on en parlera la prochaine fois, mais vous pouvez aussi mettre entre parenthèses l'ENA type 3 aussi est sujet au burn-out également. Parce que, alors là, en l'occurrence, c'est l'ENA type 1, il faut, je dois. Ouf. Il faut, tu dois, je dois, on doit. Ah, c'est incroyable, c'est très puissant chez eux. Et encore une fois, je reprends une phrase que je vous ai partagée la dernière fois, c'est plus fort que moi. Il faut, je dois. Et rappelez-vous, je vous en parlais juste avant, c'est aussi l'archétype mondial, sociétal aujourd'hui. J'entends tout le monde dire il faut, je dois. Respirez. Il faut rien du tout et on doit rien du tout. Souvenez-vous, hein, tout est là. Ce qui est, est. C'est tout. Des aînés à type 1, je continue, cherchent à évoluer lui-même pour répondre à son besoin d'être parfait. Donc, devenir toujours encore plus parfait. Ah là, je suis pas mal, mais je pourrais encore être meilleure. Et ça continue, et ça continue. Parce que pour eux, être parfait, c'est aussi synonyme d'être aimé. Donc voilà, pour les nés à type 1. On pourra en reparler ensemble si vous avez des questions. Et on en reparlera évidemment lors des autres rendez-vous. Donc, cet énéatype est donc l'énéatype 1 qui fait partie du royaume instinctif. Ça va pour vous? On continue. L'énéatype 4. Donc, l'énéatype 4 fait partie du royaume émotionnel. Donc, le romantisme, il devient triste s'il n'a pas sa dose d'attention. Il a besoin d'être reconnu. Souvenez-vous, reconnu dans ce qu'il ressent. Le chakra dominant chez les natifs 4, c'est le chakra 3. C'est le chakra abondant en joyaux qui s'appelle Manipura. Manipura, voilà, vous le voyez, c'est au niveau, il est jaune, hein, parce que c'est au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, parenthèse, c'est l'endroit, donc ici, au niveau du diaphragme, au niveau de la réunion des côtes. C'est l'endroit où toutes les émotions, où tout est pris directement dans ce chakra-là. Donc, si vous avez des massages, vous pouvez vous masser au niveau du plexus solaire. Ça va détendre tout le diaphragme, toute la respiration. Et par exemple, quand on a l'impression de se prendre un coup violent d'un critique ou quoi que ce soit, bah souvent, ça rentre par cet endroit-là. Donc, je vous invite vraiment à relâcher le diaphragme et à masser cet endroit qui parfois peut sembler douloureux. Ce n'est pas pour rien. Donc, voilà ce chakra. L'éna type 4, je reviens à l'éna type 4 émotionnel, il a reçu comme message quand il était petit, tu es bon, tu es OK, si, et à partir du moment où tu es fidèle à toi-même. Il croit qu'il doit toujours être à part, qu'il doit être exceptionnel, unique et différent. On va retrouver l'archétype de l'artiste. L'artiste qui rêve d'un autre monde, le romantique qui fuit la banalité. Ce sont souvent des archétypes qu'on va retrouver dans le milieu artistique. Oh, regarde ce magnifique tableau, il est d'une excellence. Là, on a un énéatype 4. Et quand il va voir un tableau, imaginez le tableau, alors souvent je pense à ce tableau parce que je trouve qu'il est très parlant, le tableau de Munch qui s'appelle Le Cri. On voit une sculpture, un personnage qui crie, la bouche grande ouverte. Alors, les natifs 4 va peut-être dire « Waouh, mais quelle souffrance dans ce tableau !» Mais il va la vivre. Et c'est là où je vous dis, où je veux vous dire que, en tout cas, l'énéatype 4, il est tellement collé à son émotion que
il va vivre vraiment l'énergie de ce tableau. Chose qu'un autre énéatype va pas du tout vivre de la même manière. C'est là où on peut voir vraiment euh, cette étoile à 9 branches autour de cet éléphant. Par exemple, on ne va pas vivre les choses de la même manière. Donc ces qualités, eh bien, il a le sens du beau, normalement. Je dis ça parce que souvent dans le milieu artistique, parfois, on a des expérimentateurs. C'est parfois très intriguant. En tout cas, ils ont le sens du beau, c'est-à-dire qu'ils aiment ce qui est harmonieux. Ils ont le sens de l'esthétique. Ils souffrent aussi de dramatiser, d'envier et de jalouser. Ça, c'est des émotions qu'on va fréquemment retrouver chez ces archétypes-là. On y reviendra. Pour guérir, bien, il développera la pensée positive, l'art du contentement et de l'équilibre en toutes choses. Ça, c'est l'équilibre en toutes choses, ça va être l'équilibre des émotions. Ok, il peut avoir tendance à copier l'émotion de quelqu'un ou l'émotion, ça va venir lui coller à la peau et juste va falloir qu'il dise ok, cette émotion, c'est pas moi. Cette émotion, voilà, elle est peut-être une entité elle-même, mais elle n'est pas moi. Sa blessure, donc, tient à un manque de reconnaissance au niveau de l'être, de son identité. Et l'identité qui est vraiment profonde, qui est vraiment voilà, intrinsèque à lui, de son unicité, de sa singularité. Une partie de son enfance, elle semblait heureuse. Puis, en fait, il y a eu une rupture. Donc, ça peut être un déménagement brutal, ça peut être voilà, tout type de rupture. Ça peut être les parents qui se séparent, ça peut être plein de choses, mais une rupture. Et donc, ces souvenirs sont marqués par un manque affectif ou un manque d'attention, un manque de reconnaissance identitaire et un manque de communication avec l'un des parents qui n'exprimait pas ou peu ses émotions et ses sentiments. Donc, on imagine par exemple ce déménagement, forcément non, mais il se peut que parfois les parents n'aient pas le temps, comme avant le déménagement, parce que il faut réemménager, etc. Donc, l'enfant peut se sentir comme abandonné ou en tout cas pas reconnu dans son identité propre d'enfant et voilà, va créer des croyances, etc., etc. Donc également l'échange nécessaire, la compréhension pour apaiser son affectivité qui aurait fait défaut. Par exemple, cet enfant qui a déménagé, il a quitté peut-être une école, il a peut-être quitté des copains. Et là, il ne se sent pas reconnu identitairement parlant parce que les parents, ils ont le déménagement à finaliser et lui, il est là avec, je sais pas, avec son nounours et il se dit « Oh, mon copain, ma copine me manque ». Voilà. Et ça peut être des petites choses comme ça qui vont créer des croyances limitantes qui vont grossir, grossir, grossir si on ne les regarde pas. Et donc voilà, ce qui a entraîné une suraffectivité émotionnelle. Et donc l'affectif romantique cherche à se dire, il cherche à s'exprimer, mais il ne trouve pas d'interlocuteur qui soit prêt à l'écouter à la hauteur de la sensibilité dont il fait preuve, dont la sensibilité de son cœur est quelque chose de tellement puissant. Vous voyez, il y a de l'émotion chez les natifs 4. Il ne se sent pas compris, il ne se sent pas reconnu, d'où son impression de solitude et parfois de désespoir. J'ai accompagné des énéatypes 4, c'est assez terrible. Ce sentiment de désespoir et de solitude est d'une puissance incroyable. Encore une fois, si vous êtes énéatype 4, vous avez les outils en vous pour vous libérer de cette souffrance et vraiment pouvoir accueillir chaque émotion, mais en vous en décollant. Donc, c'est vraiment important de pouvoir l'observer et de l'accueillir et de lui dire ok, mais je ne suis pas toi, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère, je ne suis pas la peur, je ne suis pas tout ça. Donc sa problématique, c'est la recherche assoiffée d'une relation fantasmée capable de combler son manque de reconnaissance
existentiel et identitaire. Car seul, il n'existe pour personne. C'est assez fort hein, comme problématique et comme phrase. Mais l'aîné à type 4, c'est vraiment important qu'il puisse se sentir bien avec lui-même, qu'il se sente reconnu avec lui-même. C'est la première des choses à faire. Donc, apaiser ce plexus solaire. Donc, l'aîné à type 4 émotionnel a reçu comme message « Tu es OK à partir du moment où tu es fidèle à toi-même ». Donc, il se construit une identité. Il faut toujours être à part. Il faut toujours être exceptionnel. Il faut toujours être unique et différent. Vous voyez bien à quel point ça peut être difficile. Donc, voilà, faisant partie de ce royaume émotionnel, sa dimension et sa fidélité est dans le domaine des émotions. Il aime exprimer ses émotions. Il a énormément de nuances. À la différence de l'aîné à type 1 qu'on a vu tout à l'heure, lui, ça peut être blanc, noir. Alors, l'aîné à type 4, il va nous faire une narration de nuances, de drapés. Vous voyez tous les dégradés qu'on a dans un drapé qui va être transparent. Donc, ça va nous ramener d'autres couches et d'autres couches et d'autres couches. Ok. Là, je pense à la peinture. Imaginons l'aîné type 1, ça va être de l'acrylique, hein, bien épais, bien marqué, les nuances tranchées. L'aîné type 4 en peinture, ça va plutôt être l'aquarelle. Oui, plein de couches qui sont remises les unes sur les autres, et à travers une couche, on voit une autre couche. Hein, voilà. Donc, rien que ça, on voit une différence entre ces deux énéatypes. Donc sa dimension et sa fidélité dans le domaine des émotions, il a énormément de nuances. C'est quelqu'un qui peut être un individu donc très déprimé également, mais pas de la même manière que l'aîné type 1. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi extrêmement en joie et enthousiaste. Il peut passer justement, on dit qu'il y a certains lunatiques qui vont être énéatype 4, hein, ils peuvent passer du soleil à la lune, de l'ombre à la lumière, de la joie aux pleurs, et on parlait de Calimero tout à l'heure. Et son vécu se base sur le vécu identitaire de ses émotions. Pour lui, je suis mon émotion. Mais du coup, il ne sait plus qui il est. Je suis qui là-dedans? Si dans une journée, il a un arc-en-ciel d'émotions, il ne sait plus. Il est perdu. Tout est intense, vraiment en émotion. Il a une sensation forte de bipolarité, mais en fait, ce n'est pas forcément une bipolarité, c'est quelqu'un qui a une personnalité très riche, très variée et très sensible. Voilà, il passe du rire aux larmes. Oui, il a tendance aussi à surjouer. Donc, c'est vraiment au théâtre, il va s'éclater parce qu'il va pouvoir exprimer. Donc, c'est bien si un enfant 4 peut exprimer ses émotions et le faire au théâtre parce que justement, il va pouvoir surjouer. Il a des capacités pour le faire en plus parce qu'il les ressent profondément. Et grâce au théâtre, surtout si c'est un théâtre qui a une intelligence thérapeutique, je ne dis pas que c'est plus intelligent, mais c'est juste une forme de pensée, eh bien, il va pouvoir se libérer de plein de choses ou voilà, se détacher des masques. Quelqu'un qui a une vue intense et qui peut avoir tendance à en rajouter, comme je vous disais tout à l'heure, « Ah, mais il est magnifique ce tableau !» Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à rajouter des couches. Et on ne sait pas toujours sur quel pied danser avec eux, parce que ce sont des gens lunatiques, instables, et vous voyez bien comment peuvent correspondre les énéatypes. Et imaginez bien l'énéatype 8 qu'on a vu lors du dernier atelier. L'énéatype 8 qui est face à un 4, vous savez, l'énéatype 8, c'est « tu es avec moi ou tu es contre moi ?» et il a besoin que les choses soient claires. Et rappelez-vous, il ne supporte pas la faiblesse. Un énéatype 4, il est capable, dans un état émotionnel où il s'identifie à la tristesse, de fondre en larmes dans les bras de son chef énéatype 8.
Linéa type 8, ce n'est pas possible. Imaginez un peu les relations. Hein. Donc, vous voyez bien l'importance de reconnaître et d'identifier chacun pour pouvoir mieux communiquer ensemble. Donc, je reviens à Linéa type 4. Hein. On ne sait pas toujours sur quel pied danser, mais ce sont des gens qui sont quand même hypersensibles, ça faut le savoir, qui peuvent, on voit l'image de l'huître en fait, ils peuvent être très ouverts et clac, fermés d'un coup. Et donc, quand ils sont dans cette énergie fermée, ils vont avoir une tendance à aller s'isoler, à être dans le mutisme et dans la boudonnerie. Enfin, ils boudent, ce sont des gens qui boudent. Je pense à voilà, des images archétypales où dans l'entreprise, l'énéatype 4 est touché, il s'en va et il claque la porte et il va s'enfermer dans les toilettes. Imaginez. Mais non, sors de là, qu'est-ce qui t'arrive, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui ont plein d'excitation, qui peuvent avoir plein de plénitude et de contemplation. Et ils sont des individus qui ont besoin de liens et qui ont besoin de relations et d'être en relation. Donc, l'énéatype 4 est un hyper solaire. Souvenez-vous du plexus. Quelqu'un qui peut se contrarier et qui donc se ferme comme une huître. Il ou elle vit bien si elle est en lien. Parfois, elle peut être capable de méchanceté verbale et piquante pour pouvoir toucher l'autre dans l'émotion, hein, pour qu'il y ait quelque chose qui soit effet miroir. C'est très important, je parle pour les enfants par exemple, quand vous avez reconnu un enfant 4, de les respecter dans leur territoire parce que, encore une fois, ils sont hypersensibles. Et ils sont de type introverti et ils cherchent à se connaître, ils cherchent à se comprendre tout le temps, parce qu'ils se perdent en fait tout le temps. Donc, ils ont besoin de comprendre et de chercher. Et il sait, chez lui, nommer exactement comment il se sent. Par contre, comment dire, de toute façon, c'est écrit, mais ils sont capables de guider les autres, voilà, à trouver la justesse et la précision du sentiment de l'autre. Et donc, on dit que ce sont des fins psychologues parce que eux-mêmes, en traversant toutes les émotions, peuvent être en capacité, en mesure de dire « Ah, mais c'est ça que tu vis !» Ah ben ouais. Et l'autre va dire « Eh ouais !» Et donc, il y aura une compréhension et une libération. Et donc, voilà, ça créera ce lien que recherche d'ailleurs l'énéatype 4. Ils vont toujours faire en sorte que l'on soit attentif à eux. Authentiques, particuliers, ce sont des êtres exceptionnels, c'est l'archétype de la crise d'adolescence qui cherche de l'attention. « Hey, t'as vu? Hey, tu m'as vu? T'as vu ça ?» Et donc, ce sont des gens qui ont tendance à se mettre à l'écart pour être conviés. C'est très complexe. Vous savez, le passage où ils vont bouder, des fois, ils vont aller bouder dans un coin pour qu'on vienne les chercher. Ça, on le voit très facilement dans les cours de récréation, par exemple. Je boude. Vous savez, on le voit bien. Je boude. Oh, je boude. Je ne veux pas qu'on me dérange. Donc voilà, encore une fois, toute une petite complexité pour être convié. Et il fera les choses différemment pour que ça devienne du spectacle. Je joue mon masque. Et finalement, à force des années, le masque il va coller à la peau. Parce qu'ils auront pris l'habitude de jouer ce rôle-là et ils auront vu que, alors ça c'est archétype les bébés, hein, les enfants, dès qu'ils jouent quelque chose, hop, ça marche, le parent fait ci, le parent fait ça. Donc, il voit que ça marche, donc il va continuer. Et parfois, les problématiques que l'on rencontre en tant qu'adulte, on va dire « Ah oui, non mais attends, mes parents m'ont jamais laissé faire ça. » Eh ouais, sauf que peut-être que bébé ou enfant, comme il était convaincu de sa croyance,
il a fait en sorte que le parent il réagisse comme ça, et le parent il fait de son mieux, donc il réagit comme ça, il donne raison à l'enfant. Et l'enfant, après, il est plus grand, il se dit « Oh mince, si j'avais su quand même, hein, j'aurais arrêté mon schéma de croyance dès le début. » Ça, c'est notre chemin d'expérience de vie. Hein, donc, chacun fait sa part. L'important, c'est qu'on sache que chacun fait de son mieux, parce que chacun cherche quoi? Chacun cherche l'amour, chacun cherche à être vu et reconnu. Donc voilà, c'est pas si simple, hein, c'est pas toujours la faute des autres. Faut savoir regarder en soi et savoir observer que ouais, peut-être que petit, on a renvoyé des images à nos parents qui nous ont rendu des images, et donc on a fait que se renvoyer des images pour nourrir chacun chez l'autre ce qu'on avait à traverser. Et donc voilà, c'est Énéatype 4 qui joue son masque et qui finalement le devient parce qu'il croit qu'il ne peut pas être compris, et donc il va en rajouter et il va surjouer. Il est souvent attiré par l'art, le chant, la danse, la créativité. Il aime l'harmonie. Il aime les relations harmonieuses et harmonieuses selon leur façon de voir les choses, encore une fois. Parce qu'en plus, eux n'arrivent pas à trouver cette harmonie. Donc, c'est hyper important pour eux de la trouver à l'extérieur, l'harmonie. Après, voilà, ils savent regarder en profondeur. Hein. Ils respectent l'autre dans son territoire, surtout quand eux-mêmes sont bien. Ils ont tendance à être clairvoyants et bienveillants quand ils sont dans leur lumière. Ils ont une facilité à créer des espaces de créativité et à faire passer les émotions en images. Donc, encore une fois, voilà, dans le théâtre et tout ça, ça peut être un bon domaine pour leur expression. Et puis, ils parlent sous forme de symboles, ils parlent de façon abstraite, de façon analogique, parce qu'en fait, ça leur permet aussi de se cacher. Parce que vous savez, tout ce qui est symbolique, c'est aussi tout ce qui est en lien à l'ésotérisme. Et tout ça, ça va leur plaire parce qu'il y a quelque chose qui est caché et aussi quelque chose qui est précis. Ça leur plaît. De manière générale, évidemment. Donc, les Énéatypes 4, ce sont des individus sensibles, des êtres authentiques, surtout avec eux-mêmes, et ils sont focalisés aussi sur le manque. Ils ont un attachement à la souffrance parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Ils se comparent tout le temps aux autres. Ils ont très peu d'estime pour eux-mêmes. Et ça, c'est pareil, j'ai mis entre parenthèses, un peu comme les 6, les Énéatypes 6. Les Énéatypes 4 ont tendance à être jaloux parce que les autres ont ce qu'il n'est pas. Et donc, ça peut générer de manière excessive une forme de haine. Et à la fois, selon le degré d'expérience, ils peuvent être aussi forts dans la compassion puisqu'ils ressentent beaucoup les émotions des autres. Mais ils peuvent aussi avoir un discours plaintif à la Calimero. Ils se sentent faibles, une faible créature que je suis. Ils pensent n'avoir jamais bien fait. L'autre, face à un 4, il va aller chercher à l'aider et à dédramatiser. Et a priori, c'est pas forcément bon de dédramatiser ce que vit un 4 parce que c'est comme si on leur donnait tort ou on amoindrissait ce qu'ils ressentent. Sauf qu'eux ressentent puissance 1000. Donc, ils ne savent plus sortir la tête de l'eau. Ils appellent à l'aide, à l'aide. Sont des êtres qui sont vraiment présents, bienveillants, qui ont un grand respect, qui ont besoin d'être considérés. Mais voilà, l'émotion les dépasse, le sentiment aussi parfois de polluer l'univers. Pourquoi je suis là? Et donc, ça peut devenir insupportable. La prise de conscience, elle peut être présente, mais ça n'empêche pas de recommencer encore ce schéma continuel. Et les émotions et les sensations de folie, parce qu'ils ne savent plus, ils sont perdus. Donc l'émotion est comme un venin pour eux qui va nourrir leur être, leur façon d'être. Et donc le venin aurait besoin de sortir, aurait besoin de s'exprimer, d'où le théâtre, d'où la peinture, d'où l'art. Et donc c'est un archétype qui est très fin et seul il se sent coupé du monde et il ne se sent pas en lien. Il se sent même enclin à la honte
et ne trouve pas sa place. Donc, il a vraiment besoin de l'énergie des autres pour se trouver lui-même et pour se libérer. Mais voilà, c'est vraiment un archétype qui est très, très nuancé. Voilà pour cet énéatype 4. Et on y va pour le dernier énéatype de la soirée ou de l'instant, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Voici l'énéatype 7. L'énéatype 7 fait partie du royaume mental. On l'appelle l'épicurien ou le joueur. Il fuit l'immobilité et il fuit la souffrance. Ses qualités, c'est la joie et l'optimisme. Son excès, c'est l'intempérance. Il trouvera un équilibre dans la tempérance par la rigueur. Il est adepte du plaisir. Bah quoi, il n'y a pas de mal à se faire du bien. L'épicurien voit la vie dans le mouvement, dans la liberté. Et cette liberté, ce mouvement va inspirer l'énéatype 2. Vous voyez, quand je vous parlais lors de la première séance des couples potentiels qui peuvent se créer, des liens entre les énéatypes, là, il y a des liens, en fait, encore une fois, dans ce que je vous évoque. Le chakra dominant est le 5. C'est le centre de la purification. C'est le chakra supérieur que sont Bindu, Visaga et Ajna, Vishuddha. Donc, en fait, voilà, on peut voir que là, ici, j'ai présenté ce chakra-là et ce chakra-là. Et en fait, en réalité, le chakra qui est en lien avec les natifs 7 se trouve au milieu, à l'intérieur, au milieu là, de ces deux chakras. Voilà, il a cette particularité là, c'était natif 7. Parce qu'effectivement, peut-être vous ne le savez pas, mais on parle souvent des 7 chakras, c'est la base, mais après, il y en a d'autres, évidemment, en au-dessus, en dessous, partout. Donc là, c'en est un qui est hors des 7. Il a reçu donc le natif 7 comme message « Tu es bon, tu es OK si tu souris et si tu vois tout en couleur ». L'enfant épicurien se souvient d'événements où ses parents ne le protégèrent pas de leur malheur. Depuis toujours son point de vue à lui. Ce qui entraîne au plus profond de lui de la terreur. Il perçoit la souffrance de son entourage comme trop lourde à supporter. Il adaptera donc alors une stratégie d'évitement de tout ce qui va être pénible par le jeu. Pour survivre, il se coupe de la peur en restant toujours en mouvement pour ne pas la contacter. Il utilise la rationalisation comme mécanisme de défense. Inconscient pour se protéger de l'affliction, cette défense psychique lui permet de positiver les situations, même les plus pénibles. Je vous rappelle, tout à l'heure, on évoquait que parfois, c'était des médecins en fait, qui... Voilà. Donc, voilà, dans les hôpitaux, en médecine, il y a des choses qui peuvent être parfois pénibles et donc eux vont être un archétype qui vont traduire par le jeu tout ce qui peut être lourd à porter. Sa problématique, plus il bouge, plus il s'offre de possibilités, moins il risque d'avoir le choix. Il met en place son propre piège, il s'emprisonne parce qu'il confond mouvement et éparpillement. À force de ne pas choisir de route, il finit par ne plus en avoir et devient un évadé de la vie. Il bouge pour échapper à ses souffrances. Un exemple, un énéatype 7, ça peut être quelqu'un qui, chez lui, a commencé plein de trucs et a terminé rien du tout. Donc, ça peut être un puzzle par ici, un tricot par là. Voilà, il y en a partout et rien n'est terminé. Donc, ce qu'on peut proposer aux énéatypes 7, ça va être de finaliser, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. De vraiment se dire, OK, si je me lance, j'y vais jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose de très important
à proposer aux énéatypes 7. Parce que enfants, on peut les reconnaître comme étant, par exemple, en classe, ça va être l'énéatype qui va être près de la fenêtre et qui, pendant, par exemple, dans les cours magistraux classiques, des écoles classiques, le professeur va faire un cours magistral, l'énéatype 7 va être au bord de la fenêtre et il va regarder les oiseaux. Parce que c'est un épicurien, il voyage. Donc, le message qu'il a reçu enfant, c'est tu es bon et tu es OK si tu réussis à satisfaire tes besoins. Ce n'est pas du tout celui-là, puisque réussir à satisfaire les besoins, c'est l'énéatype 4. Donc, il y a une erreur de frappe. L'énéatype 7, c'est bon ou OK si tu réussis à être dans une énergie positive et si tu as réussi voilà, à être autonome. Parce que dans cette autonomie, il va réussir à être comment dire, en surplaisir. Surplaisir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va réussir à être autonome et donc à se nourrir, à voyager, etc., etc., mais toujours dans un grand plaisir. Alors, je vais faire une parenthèse, je vous en ai parlé lors du premier rendez-vous. On va revenir dans cet espace du bistrot. L'énéatype 7, on va le reconnaître parce que, à la différence de l'énéatype 5, vous vous souvenez la dernière fois, l'énéatype 5 qui peut être à une table en train de gratter des jeux. L'énéatype 8, vous savez, hein, le chef, il va parler fort. L'énéatype 2, il va dire à son enfant, mais un pull, j'ai froid. Okay, dans ce même bistrot, avec ces mêmes archétypes, eh bien, on va voir le 7 qui arrive. Le 7, il ouvre la porte, hein, on va le voir. Il peut faire du bruit aussi, mais à la différence du 8, c'est pas pareil. Le 7, il va ouvrir la porte grandiloquent. Bonjour tout le monde. Hein, il va souvent être, voilà, être en posture. Il est gourmand, donc il peut être avec de l'embonpoint. Et puis il va se mettre au coin du bar, là où on va le voir. Et puis il va rire fort, il va parler à tout le monde et il va offrir des coups à tout le monde. Et comment ça va? Ah, ah, ah. Voilà, ça va être le bon vivant. Vous savez, celui qui dit allez, un bon saucisson et une bonne bière. Enfin voilà, ça peut générer la gourmandise et le plaisir. Je vous rappelle la phrase de tout à l'heure, bah quoi, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ok. Donc les nés à type 7 adorent jouir de la vie, être en joie, être bien, être enthousiaste, être drôle et bout en train. C'est un énéatype, effectivement, qui va avoir tendance, hein, revoyez-le au coin du bar, à dire des blagues. Et parfois des blagues pas très raffinées. Et donc, il est pris par ce personnage, hein, c'est-à-dire qu'il va, un peu comme le 4, il va jouer, il va surjouer. Et au bout d'un moment, cet archétype, ben, il n'aura plus que cette option. Hein. Il ne va pas se donner le droit de ne pas sourire, de ne pas être bon vivant, de ne pas parler fort et faire des blagues pour faire rire tout le monde. Okay, c'est encore une fois un masque qui va coller à la peau et qui va être compliqué à laisser tomber. Et c'est quelqu'un voilà, qui ne se laisse pas le droit d'expression. Et voilà, quand ils sont là, on les voit, ils sont plutôt drôles. Et par contre, ça peut être un plaisir quand même d'être avec eux parce que ben, ça reste des bons vivants. Le centre et royaume du mental, donc de l'intellectuel. Ils aiment aussi se faire plaisir au niveau des idées. Ce sont des gens qui ont une créativité intellectuelle très forte et ils manient bien l'intelligence. Parfois, quand encore une fois c'est mal orienté, ça peut être une intelligence qui a une tendance à manipuler les idées des autres aussi. Son but, dans toutes les situations, il sait faire ce qui est bien pour lui. Rappelez-vous, le plaisir. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité à créer des scénarios, à se créer des sorties,
des sorties vers la joie, vers le plaisir et la jouissance. C'est quelqu'un qui élabore, puisqu'il est quand même du domaine du mental, hein, qui élabore plan A. Ah, bah, si le plan A ne marche pas, il y a le plan B, le plan C, le plan D. Comme ça, on est en sécurité. On va se faire plaisir, quoi qu'il en soit. Donc, pour faire des soirées avec eux, ils ont tout prévu. Voilà, parce qu'ils ont plein de cartes dans leur jeu et ils ont toujours l'orientation vers ce qui va être jouissif. Et donc, ce sont des archétypes qui ont des difficultés à l'ennui. Un peu comme l'énéatype 1. L'énéatype 1, vous savez, ne rien faire, mais bien le faire. L'énéatype 7, il peut avoir du mal à s'ennuyer, donc à être dans le rien faire. Et ne rien faire, ce n'est jamais rien faire. Ça, c'est une autre parenthèse, parce que quand on ne fait rien, on respire, on a notre cœur qui bat, on a nos paupières qui battent, il ne se passe jamais vraiment rien, en fait. Mais accueillir ces espaces-là, pour les néatypes 1 et les néatypes 7, ce n'est pas forcément évident. Et pour les néatypes 4, c'est plein d'émotions. Donc, ce sont des individus qui aiment être stimulés et qui peuvent faire des débats philosophiques jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'au matin. Et ce sont des énéatypes, encore une fois, quand je vous parlais de manipulation mentale, qui sont capables de dire tout et son contraire et de dire tout et son contraire et d'être dans l'orgueil de leur intellect. Dans la même image de l'orgueil de l'intellect, on va retrouver l'énéatype 5, que l'on a vu la dernière fois. Et l'énéatype 5, il ne va pas en parler. Il va le garder en sourdine. Il va être fier. Mais voilà, il le garde pour lui. Que l'énéatype 7, non, il va pas le garder pour lui. Il va au contraire s'enorgueillir et peut-être parfois devenir vantard. Et c'est là où l'énéatype 7 peut parfois devenir assez présent et assez relou, comme on dirait. Donc, en général, les néatypes 7 sont quand même des individus brillants intellectuellement et parfois, les autres peuvent le ressentir. Ils aiment être en connexion, ils aiment être en lien. C'est un archétype qui tilte très, très, très vite, qui comprend rapidement et qui a la blague qui est au bon endroit, au bon moment. C'est l'archétype qui va vous faire sourire direct. Parce qu'ils sont vifs, ils ont le sens de la répartie, ils adorent jouer avec les mots, ils jouent avec les idées et en général, ils aiment aussi le langage des oiseaux. Ce qui peut amener aussi une forme de manipulation mentale et surtout avec lui-même. Encore une fois, je vous rappelle, c'est toujours à soi-même qu'il faut revenir et du coup, dans cet archétype, ils peuvent se mentir quelque part à eux-mêmes parce qu'ils savent bien contourner les obligations. Et donc, ils peuvent faire croire ce qu'ils veulent et ne montrer que ce qu'ils veulent. D'ailleurs, pour, par exemple, savoir qu'un énéatype 7 ne va pas bien, c'est très compliqué, tout comme l'énéatype 2. Et l'énéatype 2 et l'énéatype 7 sont un peu jumeaux. Donc, voilà, ils savent où ils ne vont pas. Ils ne vont pas vers la contrainte, ils vont vers la liberté. Donc, l'effort est une contrainte pour eux. Ils sont très créatifs avec les idées, avec l'intellect. Dans le concret, je vous disais un peu moins. La mise en matière, c'est un peu plus compliqué et la finition également. Donc, ils ont des trucs un peu partout, pas achevés. Le jeune adulte peut être un individu effervescent, plein d'idées, plein de blabla. Ils sont parfois instables parce qu'ils vont toujours vers le plus favorable pour eux. Ils ont une grande capacité d'adaptation, mais du coup, en même temps, ils manquent d'engagement parce qu'ils vont avoir aussi parfois tendance à avoir des difficultés relationnelles. Et avec le relationnel, voilà. Donc, avec un énéatype 7 et son partenaire, s'il y a une question de mariage, ça peut être très difficile parce que dans mariage, il y a engagement et dans le blabla, ça peut être ça, mais dans la finition, moins. Oui, ses amis, souvent, c'est le public.
Donc, il semble souvent qu'il y ait beaucoup de gens autour de lui parce qu'il en a besoin, c'est son public. C'est quelqu'un qui semble très chaleureux et à la fois qui est centré sur lui et qui existe parce qu'il fait le pitre, le clown. Il a une pensée toujours stratégique. Il n'y a que cette option pour lui. Curieux de tout, toujours stimulé, quelqu'un qui papillonne. Il ne maîtrise pas forcément tous les sujets, même s'il donne l'impression que. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas forcément le temps d'aller en profondeur de chaque sujet. Donc, ils peuvent papillonner et survoler. Mais dans quel monde tu vis? Ça, c'est une phrase qu'on peut facilement dire à un aîné type 7. Et souvent, on va le voir chez les enfants. Les parents peuvent se dire, mais dans quel monde il vit? Et bien voilà, peut-être vous avez un enfant aîné à type 7 quand vous vous dites ça. Un peu de concret et un peu de réalisme, pourraient dire les parents. L'aîné à type 7, il fait des blagues parfois vaseuses, piquantes pour l'autre aussi, parfois. Ils aiment briller dans le peu qu'ils savent, pardon. Le monde intérieur est mieux pour eux que le monde extérieur. Ils se ressourcent en étant seuls, mais ne le savent pas toujours. Les natifs 7 est dans son univers mental et avoir des discussions sérieuses, ça peut être délicat. Parce que voilà, ils n'aiment pas la contrainte, ils n'aiment pas la difficulté, ils n'aiment pas la souffrance, la leur et celle des autres. Et ils ne s'autorisent pas à la souffrance. Il faut être très intime avec un 7 pour savoir s'il est malheureux. Alors oui, les livres, c'est un exutoire pour les nés à type 7. Et quand je vous parlais de gourmandise, eh ben voilà, cet aîné à type 7, il est gourmand et il peut être glouton avec les livres, avec la connaissance. Un peu comme le 5, mais différemment. C'est difficile d'être avec quelqu'un de souffrant pour un aîné à type 7. Et paradoxalement, je disais, il peut être médecin. Ok, mais en même temps, c'est difficile pour lui d'être avec quelqu'un qui souffre. Donc, parce que pour lui, un souffrant, c'est quelqu'un qui s'attache à sa souffrance. Et lui, il ne veut pas la regarder, sa souffrance. Donc, voir quelqu'un qui s'attache à sa souffrance, pour lui, c'est impensable. C'est l'ennui, c'est inutile, c'est pas assez positif. Et puis, voilà, les autres parlent trop de leur souffrance à ses yeux. Donc, ça l'amène à être quelqu'un qui n'est pas tolérant avec leur propre souffrance. Un peu comme l'aîné à type 8 qui n'accepte pas ses faiblesses et donc n'accepte pas la faiblesse des autres. L'aîné à type 7 n'accueille pas sa souffrance, donc ne supporte pas forcément la souffrance des autres. Et pourtant, en plongeant au cœur de son ombre et de sa souffrance, c'est comme ça qu'il va se libérer. Donc, un peu de souffrance pour un aîné à type 7, c'est une dépression terminée, c'est fini, c'est l'agonie, c'est la petite coupure. Ah, j'ai trop mal. Alors, ça, on le voit chez les enfants très facilement. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui est dans l'excitation, la stimulation positive, quelqu'un qui focalise toujours sur le positif, qui fuit dans le monde de l'imaginaire. C'est quelqu'un qui est orienté vers le futur. Il n'y a pas de temps pour le présent et le passé, c'est du passé. Pour éviter la souffrance du présent, ben, voilà, il va être dans cette forme de masturbation intellectuelle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, pour ne pas voir ce qui ne va pas. Et dans la crise, eh ben, c'est là où l'ENA type 7 va grandir et va devenir plus mature. Donc l'immaturité, voilà, c'est quelqu'un qui est dans tendance immature, qui n'accepte pas ses souffrances. À l'adolescence, il peut avoir une forme d'immaturité psychologique et donc avoir une sensation de naïveté en apparence et quelqu'un de dispersé. L'immaturité psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, il peut être conscient de plein de choses et très intelligent, comme je vous l'ai déjà dit, sauf qu'en fait, il a quand même ce côté un peu grossier de blagounette, ah ah ah, tout est léger, soyons positifs, que du coup, bah, voilà, on va croire qu'il bah, n'est pas très raffiné et du coup, pas très, entre guillemets, intelligent.
Les néatypes 7 aiment être quelqu'un d'autonome depuis leur point de vue. Ils ont souvent peur de la mort, peur de la vieillesse. La maturité d'un être se mesure au temps passé dans le temps présent. Tout ce que l'on évite revient à soi. Le type 7 reçoit les gens en souffrance. Comme je vous le disais, il est souvent médecin. Peut-être ça l'aide à grandir en fait sur ce chemin-là. Petite information qui vous aidera par la suite, les néatypes 7 et les néatypes 4 sont plutôt des archétypes créatifs. Et je vous le disais, le 7 et le 2 sont des faux jumeaux. À 21-28 ans, ils travaillent des déconditionnements et ils peuvent corriger ce qui n'a pas besoin d'être. Et donc, dans l'idée, voilà, c'est bon de ne pas surstimuler un néatype 7 parce que lui-même est déjà complètement surstimulé à l'intérieur et parfois dispersé. C'est bon de lui apprendre le calme et la méditation. Ça fait partie des énéatypes à qui ça aide beaucoup de méditer, tout comme les énéatypes 1 et tout le monde en général, évidemment, mais voilà, ce sont des particularités. Prendre le temps de relire à tête reposée, laisser infuser, observer, ça c'est très bon pour eux, et observer ce qu'ils voient aussi en dedans. Donc vraiment observer le dedans, le dehors, et vraiment trouver un calme et pas une dispersion des idées et des énergies. Voilà pour les énéatypes en cet instant, en cette vidéo. Et on va conclure avec cette dernière phrase. L'étude des Enea Orenda, complet et subtil. Et voilà, te donner cette information. Est-ce que tu le sais que ta date de naissance, elle influence également tes étoiles et tes rythmes, et donc ça veut dire influence le vivant. Est-ce que tu sais que la Lune a des cycles, que les cycles de la Lune ont des répercussions sur les hommes, sur les femmes, sur les végétaux, sur les minéraux, sur les animaux, sur la vie en général. Et donc, je t'inviterai pour notre rendez-vous individuel voilà, à me donner des renseignements pour qu'on puisse un petit peu travailler là-dessus et voir aussi tes animaux totems sur la route de médecine Orenba. Voilà. Et puis, animaux, minéraux, végétaux, enfin voilà, tout le spectre qui va pouvoir t'accompagner pour vraiment rencontrer ton authenticité. Donc, je te remercie beaucoup pour ton attention. Je t'invite à digérer tout ça, laisser les notes et puis à y revenir par la suite. De toute façon, voilà, on est à la deuxième séance, il y en a encore 7. Et on aura le temps de plonger, de revoir depuis différents points de vue. Toujours est-il que merci. Merci pour tout. Et je t'invite à ton tour à faire des gratitudes, à remercier. Et cet exercice, voilà, tu peux le continuer, le perpétuer et savoir que c'est un exercice qui va te permettre de libérer les pensées négatives, les pensées récurrentes, les croyances limitantes et que peut-être à chaque instant où tu vas observer des schémas chez toi, je t'invite à prendre du recul, à respirer et à faire 21 gratitudes. 21, c'est pas un chiffre anodin. 21, c'est un système cellulaire. Par exemple, si tu fais un soin en ostéopathie, c'est bon d'attendre 21 jours. Voilà, 21, c'est un cycle. Voilà pourquoi. Je te dis à bientôt et merci beaucoup.